Donc, dans cette présentation-ci, je vais me permettre de faire un commentaire ou quelques propos sur les régimes de type qu'on appelle présidentiel. On va voir en fait que je vais dévier un peu de cette catégorie-là quand on va au fait de la discussion, là. Mais essentiellement, hein, ce dont on parle ici, ça va être les régimes où on élit le chef de l'exécutif ou à l'exécutif plus largement directement. Hein, donc, où le peuple se prononce directement sur son chef de l'exécutif. Présentement, au Québec, pour les gens qui sont moins familiers avec ce type de questions-ci, hein, on n'est pas dans un régime présidentiel, on est dans un régime parlementaire. Et dans un régime parlementaire, bien qu'on ait l'illusion d'élire un premier ministre du Québec hein, aux élections, l'essentiel est qu'on élit des députés et c'est le chef de la majorité en chambre, en principe, qui va assumer le poste de premier ministre. Mais, hein, puis ça s'est vu au cours de l'histoire québécoise, dans ce régime-là, il peut arriver que cette personne-là parte hein, et que le parti au pouvoir sélectionne quelqu'un d'autre qui va rester en place quelques années avant de retourner devant les citoyens pour demander une extension de son mandat, entre guillemets. Hein, et donc, il n'y a pas de relation directe entre le peuple et la personne qui dirige l'exécutif. Enfin, du moins formellement. Hein, en pratique, dans la pratique politique, il y en a il y a quand même une relation assez forte, là. Mais ce système-là se distingue hein, d'un système du type américain où en France, on appelle ça une semi-présidentielle. Sous le régime américain, le peuple élit... enfin, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a une élection là, un peu truquée, là, mais le peuple, pas truqué, mais il y a des grands électeurs qui élisent le président après l'élection de la population, mais néanmoins, l'idée étant que le peuple choisit le président. On a vu dans une section précédente comment le système américain est des bâtards, hein, puis qu'il fallait le réformer. En France, par exemple, hein, le peuple élit directement la personne à la présidence, sauf que là, c'est une semi-présidentielle où il y a aussi un premier ministre qui émane de l'Assemblée nationale française. Ceci pour dire que ce dont on parle ici, hein, c'est des régimes présidentiels en tant que tels. Hein, et premièrement, il y a un commentaire un peu plus d'ordre général hein, qui est important de faire, qui est à l'effet que bon, évidemment, les personnes qu'on choisit pour ces fonctions-là sont éminemment importantes dans nos États. Hein, c'est eux qui, essentiellement, dirigent le gouvernement. Mais, outre cet aspect-là, hein, il y a une dimension fortement symbolique à la tâche. Et du fait de cette dimension symbolique-là, puis aussi de son éclatement en modernité, on voit au Québec, par exemple, qu'il y a notamment un parti politique qui a un peu donné une impulsion nouvelle, hein, qui a deux co-porte-parole, hein, et on a vu que d'autres partis politiques ont senti qu'il fallait un peu les rattraper. Hein. Aux dernières élections, on a vu que le Parti québécois a tenté d'imiter un peu hein, Québec solidaire en mettant Mme Yvon de l'avant aux côtés de M. Lisée, tout en restant dans son cadre à lui. Hein. Et donc, il y a des changements qui se passent à ce niveau-là. Hein. Il y a d'autres États hein, il y en a un en particulier que j'ai à l'esprit, qui est la Suisse, hein, où là, on a un exécutif complètement différent, qui n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'on a, nous, au Québec, en termes probablement de qualité aussi. Mais c'est que dans cet État-là, hein, il y a 7 exécutants, il y a 7 ministres, si on peut dire, ou 7 membres du conseil exécutif, et ces personnes-là vont s'échanger la tête de l'exécutif par rotation. Et donc, il n'y a pas en permanence, il n'y a pas une personne tout au long d'un mandat qui exerce la position de
de président ou premier ministre de la Suisse. Je sais même pas, je sais pas comment on le nomme, là. J'oublie comment on nomme cette personne-là. Enfin, je pense qu'on nomme en fait le président du conseil exécutif, quelque chose comme ça. Mais essentiellement, hein, il n'y a pas... c'est un corps solidaire et puis c'est ensemble qui décide. Et pour démontrer ça, hein, il y a une rotation à l'intérieur des 7 personnes. C'est un régime assez particulier par ailleurs sur d'autres questions. Là. Mais ce que je suis en train de dire ici, hein, c'est que ces 3 exemples-là, si on prend l'idée d'un président avec souvent un vice-président, hein, ou d'une présidence avec une vice-présidence, si on prend l'idée d'une coprésidence, et si on prend l'idée d'un exécutif solidaire, donc qui est collégial, hein, c'est le bon terme qu'on devrait utiliser, donc un exécutif, collégial, hein, il est aussi solidaire face à l'extérieur, c'est-à-dire que même si les gens en Suisse ne sont pas tous du même parti qui sont à l'intérieur de cet exécutif-là, ils n'auront jamais la solidarité interne de cet exécutif-là. Et donc, hein, juste en disant ça, il y a 3 modèles, puis il n'est pas impossible qu'on puisse en imaginer d'autres, ou des variantes un peu sur ces modèles-là. Hein. Et donc, on peut se poser la question, hein, dans le cadre d'un véritable débat constitutionnel qui n'est pas canalisé vers l'imitation de ce qui se fait ailleurs, puis qui ne porte pas son regard vers le passé. Hein. On peut très bien se poser la question à savoir si on ne pourrait pas avoir un exécutif à forme variable selon la volonté des partis politiques, essentiellement. Hein? Et puis donc, une formation pourrait dire, nous, il y a un minimum qui est de présenter une personne, ça va un peu de soi, hein? Mais un parti pourrait dire, par exemple, nous, on présente une personne à la présidence avec la vice-présidence. Hein? Une autre personne pourrait dire, nous, on présente 2 co-présidents. Hein? Un autre parti pourrait dire, nous, on propose 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes, 3 personnes qui, ensemble, hein, vont gouverner de manière solidaire. Hein? Donc, qui forment un corps collégial. Et que ces personnes-là, donc, selon la volonté de ce parti-là, seraient à la tête de l'État. Dans la plupart des constitutions existantes, hein, on a donné le pouls d'une direction. Et ça a donné qu'on a la Suisse d'un côté, on a une innovation Québec qui ne se matérialise pas dans la réalité exécutive, hein, en ce sens que, si je ne me trompe pas, Québec solidaire, si jamais prenait le pouvoir, voudrait avoir une première ministre et quelqu'un d'autre qui a un poste probablement de ministre. Hein. Mais logiquement, hein, pourquoi ne pas avoir 2 co-premiers ministres, hein, pour, disons, être cohérents avec la position qu'ils ont dans leur propre parti politique, ou du moins avoir cette possibilité-là. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais si on voudrait refléter ça au niveau de l'État, pourquoi pas. Hein? Et donc, l'idée étant ici, hein, qu'au lieu de figer et d'obliger les partis politiques à rentrer dans un moule prédéterminé dans la Constitution, on pourrait tout simplement leur dire, dans le cadre d'un régime présidentiel à la québécoise, hein, les partis politiques auraient le loisir de proposer différents types d'exécutifs, tant et aussi longtemps que c'est cohérent. Hein, et il y a un élément quand même de cohérence qui doit être là. Il doit y avoir un substitut, hein, au moins, pour la présidence, si nécessaire, hein, si une personne meurt ou est atteinte de maladie ou, pour différentes raisons, peut devenir incapable d'exercer ses fonctions. Hein. Et donc, dans le système américain, le vice-président remplace automatiquement le président. Dans un système de coprésidence, c'est un des deux qui ne peut pas, l'autre est là. Hein. Puis, dans un système de collégial, c'est encore plus simple, il y a plusieurs personnes, donc si on enlève une personne de l'équation, ça change moins de choses. Mais, bon, tu sais, la Constitution devrait, si on explore cette idée-là du moins, hein, l'idée d'une forme variable pour l'exécutif québécois, la Constitution devrait permettre différentes formes, hein, mais quand même mettre en place certaines règles, hein, qui font en sorte que
bon, comme celle-là pour le remplacement, entre autres, là, pour faire en sorte que tout ça, c'est bien fonctionnel. Hein. Ceci étant dit, hein, vous m'excuserez, hein, j'ai des chats en bas et je suis un peu allergique. Et puis aussi, il fait un petit peu froid. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit ça, hein, là je reviens sur l'idée symbolique. C'est qu'évidemment, ces différents types d'exécutifs-là nous disent quelque chose de fort différent sur les formations politiques qui les avancent. Hein. Si on prend le régime présidentiel à l'américaine, hein, on ne peut pas négliger de dire que hein, ce système-là reste un calque électoral d'une monarchie. Hein, tu as une personne qui mène. Je ne dis pas que c'est inefficace, puis c'est peut-être le plus simple puis le mieux. Hein. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur là-dessus. C'est pas une monarchie, évidemment, ou que c'est héréditaire, hein, mais ça reste, disons que ce système-là est né un peu en réponse à la monarchie, et puis c'est ce qui semblait évident à l'époque. Cependant, hein, on est en train de dire... on est en train finalement de dénoncer des valeurs différentes selon la forme d'exécutif qu'on choisit. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Puis ça a une importance, hein, je pense, pour les partis politiques, mais aussi pour la population. Hein. D'une certaine manière, ils choisissent un idéal de direction qui est différent selon les cas. Hein. Et il me semble tout à fait, évidemment, plus démocratique de permettre des formes variables que de vouloir... enchasser la Constitution dans une voie particulière. Hein? Même s'il y aurait des gens qui auraient une opinion majoritaire, je ne vois pas comment ce serait à l'avantage des Québécois de les forcer hein, d'aller dans cette direction-là. Et donc, je pense que de permettre aux partis politiques de présenter des formes variables d'exécutif hein, pourrait être une innovation au Québec qu'on pourrait se permettre dans l'éventualité, bien sûr, qu'on décide de s'orienter vers un régime de type présidentiel. Ce que je ne suis pas en train exactement de défendre ici, là. Je ne suis pas un pur et dur des régimes présidentiels. Mais si on va vers ça, je pense que ça va un peu de soi qu'on devrait mettre ça en place. Ou du moins qu'on devrait explorer l'idée. Hein. Je suis conscient que ça ajoute un petit peu un degré de complexité au niveau constitutionnel et tout ça, mais je pense que ça vaut la peine. Hein. Et on pourrait avoir... différents types, justement. Les partis, je pense, auraient tendance à vouloir se distinguer un peu puis à trouver la bonne formule. Hein. Et les partis, à ce moment-là, hein, vont devoir, en plus de présenter les personnes candidates, hein, préciser préciser certaines choses. Hein. Qui prend la place en cas d'une absence, comment que ça se produit, s'il y a quelqu'un qui prend de place ou c'est juste l'autre personne ou le reste du groupe qui est là. Hein. Et ensuite, ils vont devoir, expliquer un peu, on peut imaginer du moins, hein, qu'est-ce qu'ils veulent créer comme exécutif plus large après l'élection ou s'ils veulent créer un exécutif plus large après l'élection. Autrement dit, hein, s'il y a un parti qui dit « Nous, on présente 7 candidats hein, et ils vont agir par rotation 1 mois chaque. 2 mois chaque ou 3 mois chaque ou 4. Ils choisiront ce qu'ils voudront, là, mais ils vont agir par rotation. Donc, c'est le conseil exécutif en tant que tel qui est l'exécutif. Hein. C'est même pas la personne par rotation, c'est le conseil en tant que tel. Et donc, si une formation politique voulait faire ça, hein, dans ce cas-là, elle n'a peut-être pas besoin de rien mentionner d'autre. Hein, en ce sens que toutes les autres personnes qui s'adjoindraient au conseil exécutif n'auraient pas de droit de vote et puis seraient comme, je ne sais pas comment on les appelle, ils les appelleront comme ils voudront, hein, ils pourraient les appeler XXX, secrétaire ou n'importe quoi. D'ailleurs, les noms qu'on veut donner à ces personnes-là pourraient varier aussi. Hein. Selon la philosophie des partis politiques, ça pourrait être président, coprésident, ça pourrait être premier citoyen du Québec. Hein. On peut donner le loisir aux partis politiques de créer un exécutif un peu à leur image, à l'image qu'ils veulent projeter, puis à l'image qu'ils veulent donner comme référence aux Québécois.
Et donc, je m'abstiendrai même de nommer, d'utiliser le mot présidentiel en tant que tel. Là, je l'utilise pour faire référence à un exécutif qui est élu directement par la population, parce que dans le langage constitutionnel jusqu'à maintenant, hein, c'est le seul terme qui se réfère à ça, il ne serait pas inapproprié de requalifier ça différemment. Hein. On pourrait peut-être appeler ça un système à exécutif variable, là, mais ça, bon, pour l'instant, on s'en tienne à l'idée que on est dans le règne un peu une variante des présidentielles parce qu'on les élit directement. Parce que c'est ça la grande distinction entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Dans la parlementaire, comme je l'ai dit, il émane du Parlement. Et donc, hein, le parti qui présenterait 7 candidats aurait 7 ministres, puis il pourrait y avoir d'autres gens au Conseil des ministres, mais qui n'auraient pas de droit de vote. Ou il pourrait décider aussi de dire, ben, après être élu, on se donne le droit d'intégrer d'autres personnes. Hein? C'est à eux de choisir. Mais puis ça, cet aspect-là, c'est un peu c'est libre, en ce sens que ça serait préférable, à mon avis, pour les partis d'informer la population de leur projet, hein, mais ils ne sont pas obligés de le faire non plus. En revanche, hein, pour une personne qui serait présidente avec un vice-président, hein, bon, supposons qu'il y a une formation qui adopte ce mode-là, encore une fois, il n'y aurait pas obligation de dire qu'est-ce que va être leur cabinet, qu'est-ce que va être leur conseil exécutif, mais ce serait peut-être pas inintéressant, hein, pour la population de savoir, là c'est un peu une recommandation à ce parti-là, mais on pourrait penser qu'une formation comme ça va peut-être préciser un peu à l'avance, hein, pour clarifier les choses, qu'après l'élection, hein, ils vont décider d'un conseil exécutif, peut-être même nommer les postes auparavant, puis ce genre de choses-là. Hein. Et dans le cas d'une coprésidence, hein, là, ils ont aussi, évidemment, la possibilité de présenter un exécutif comme celui-là, plus large, puis ils ont, d'une certaine manière, une obligation logique, hein, d'expliquer comment ils vont... comment cet exécutif-là va fonctionner. Ils ne sont pas absolument obligés de le faire, mais je pense que les citoyens voudraient savoir qu'est-ce qui se passe si jamais, sur une question, les deux ne s'entendent pas. Et là, la logique, c'est de le renvoyer à l'exécutif plus large et qu'il y ait un vote qui se fasse dans cet exécutif-là. Bon, tout ça pour dire que, là, je patauge un peu dans le détail, mais l'idée étant, hein, que on pourrait avoir un régime de type présidentiel où les exécutifs auraient une forme variable et où le titre ou les titres même que ces gens-là veulent se donner, hein, ou que le parti veut donner à ces gens-là, au sein, en constituant cet exécutif-là, pourraient être même ouverts. Hein? Puis là, on innoverait fortement par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Parce que ailleurs, c'est tout le temps, tu sais, il y a un président de la République française, puis il y a le titre président. T'sais. Mais si une formation politique veut arriver en France, puis dire, dans le fond, nous autres, on est des démocrates, mais des vrais, tu sais. Puis on considère que cette personne-là, c'est pas le président de la République française, mais que c'est le premier citoyen de la République française, il peut pas. Il pourrait toujours, en principe, tu sais, porter les deux chapeaux, entre guillemets, mais il ne peut pas changer son titre. Donc, pourquoi est-ce que la Constitution devrait figer ça? Je ne le sais pas. Hein? Il y a toujours eu la volonté dans l'histoire pour les gens qui ont fait des constitutions de projeter une pensée dans le futur. Et là, si on casse ça avec une assemblée constitutionnelle, l'assemblée constitutionnelle pourrait avoir le bon sens de dire, hein, on va donner le loisir aux partis politiques de choisir un peu la forme d'exécutif qu'ils ont, puis même de la nommer comme ils veulent. Hein? Puis la Constitution devrait définir certains paramètres minimaux, hein, mais donner ce loisir-là aux partis politiques ou à ces personnes-là en particulier. Ceci étant dit, excusez-moi encore, il y a bon, là, je suis en train de faire des présentations, puis des fois de penser à côté, puis je viens d'en faire une où j'ai parlé du mode de scrutin préférentiel pour la présidence. Hein. Je ne sais pas si je vais la conserver. Si je la conserve, vous me pardonnerez de répéter
presque texto, je pense, ce qui a été dit là. Hein. Mais cette question-ci est extrêmement importante si on se pose la question d'un régime de type présidentiel au Québec. Hein, et c'est la question de comment est-ce qu'on élit ces personnes-là. Hein. Dans les différents modes de scrutin existants, hein, on a essentiellement deux grands types. Hein, essentiellement, là, il y a des scrutins à un tour puis des scrutins à deux tours. Hein. Dans les scrutins à tour unique, hein, comme aux États-Unis, un peu, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a deux paliers, fait que ça ne l'est pas, mais supposons qu'il n'y avait pas ces deux paliers-là, puis les Américains avaient une tête sur les épaules, puis avaient raisonné, puis s'étaient dit, supposons qu'ils avaient déjà changé leur constitution pour mettre de l'ordre dedans. Hein, et puis que donc chaque citoyen a un vote, et que chaque citoyen a un vote égal, hein, pour la présidence, ce qui n'est pas le cas présentement aux États-Unis, et que les différents candidats sont là. L'idée aux États-Unis, c'est que la personne qui a le plus de votes remporte, devient président. C'est simple, c'est américain. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui a le plus de votes, même s'il n'y a pas de majorité, hein, donc ce qu'on appelle une pluralité de votes, il y a plus que les autres, donc il rentre. Hein. Une amélioration de ce système-là qui a été mise en place notamment en France, puis je parle de la France parce que c'est un pays qui est près culturellement du nôtre, mais ça a été copié ailleurs, hein, c'est d'avoir un régime à deux tours. C'est-à-dire qu'au premier tour de la présidentielle française, hein, on va avoir plusieurs candidats. Hein. Au deuxième tour, on va retenir les deux qui avaient le plus de votes au premier tour, et là, il va y avoir un duel entre ces deux personnes-là, qui va donner lieu à la sélection d'un ou d'une présidente pour la France. Et ce mode de scrutin-là et le mode de scrutin américain, qui est encore plus simple, sont d'une médiocrité, j'ose dire, qui mérite d'être soulignée, en fait. Hein. En ce sens que, il y a un mode de scrutin éminemment plus efficace que ces deux modes de scrutin-là, éminemment plus juste dans ces différentes déclinaisons que ces deux modes de scrutin-là. Hein. Et aussi, si on le compare au système français qui évite d'avoir à envoyer les citoyens aux urnes deux fois. Hein. Et encore une fois, ça illustre, excusez-moi de le dire, mais un peu l'imbécilité, hein, des régimes constitutionnels dans lesquels on est. Hein. Si le système français avait été, si le pouvoir constitutionnel en France était entre les mains des citoyens, je pense qu'il y a des gens qui auraient déjà proposé ce que je veux dire ici, et puis que la population française aurait embarqué facilement parce qu'elle aurait réalisé qu'au lieu d'avoir deux tours, ils vont en avoir un, puis en fait, ça va être plus juste. Hein. Et ce système-là, c'est la préférentielle. Et comment ça fonctionne? Il y a un autre terme pour la préférentielle qu'il vaut peut-être mentionner en l'initial. Hein. On appelle ça un mode de scrutin à plusieurs tours simultanés. Hein. Et comment que ça fonctionne pour le citoyen, puis j'expliquerai ensuite le mécanisme du mode de scrutin, c'est que le citoyen qui va voter a un bulletin de vote avec, supposons qu'on prend l'exemple français pour simplifier un peu, là, avec les noms des personnes. Hein. Peut-être qu'il y a le parti qui est mentionné à côté. Au Québec, on aurait peut-être les noms des partis avec les principales personnes, selon comment les personnes veulent s'organiser sur selon le type d'exécutif qu'ils aimeraient proposer. Hein. Mais, donc, on a plusieurs noms, hein, et puis le citoyen va mettre numéro 1 pour tel parti, tel nom, numéro 2 pour telle formation politique, tel nom, numéro 3 pour telle formation politique, tel nom. Ce que ça veut dire, c'est que le numéro 1, c'est son premier choix. Si son premier choix ne porte pas, il y a un deuxième choix, et si le deuxième ne porte pas, il y a un troisième, quatrième, cinquième, puis xème, hein, selon le nombre de candidats qu'il peut avoir à la présidentielle. Ce que ça permet de faire, c'est que après un seul tour aux urnes pour les votants, hein, ça permet de dégager une personne qui va avoir l'appui d'une majorité. Hein. Et comment, il y a deux manières cependant de se faire qui sont sensiblement différentes et qui par ailleurs peuvent donner des résultats quand même assez différents. Hein. Puis la véritable question à se poser sous
ce type de scrutin-là. Il y a un des deux types, en fait, qui colle plus à la logique des systèmes existants. Ce type-là fonctionne très simplement. Hein? Supposons qu'il y a 5 candidats, ou 5 grands candidats, là, hein? Après avoir éliminé les candidats qui n'ont rien, là, hein? On prend tout ça, puis on regarde leur... imaginons qu'il y en a 5, juste pour simplifier. Hein? Donc, il y a 5 candidats. Après l'élection, on regarde qui a le moins de premiers choix. Hein? On élimine cette personne-là, et ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième choix sont répartis pour les autres. Hein? Après ça, on regarde qui a le moins encore une fois, qui a le moins de premiers choix. Hein? On élimine cette personne-là, on redistribue ses préférences aux autres, jusqu'à temps qu'on dégage une personne qui aille 50% des voix. Autrement dit, hein, c'est comme si on tenait un ensemble de tours éliminant à chaque fois une personne, mais qu'on le fasse en un seul vote. Donc, il n'y a absolument aucun désavantage par rapport au mode de scrutin français. Au contraire, il y a plusieurs avantages parce qu'on élimine les plus petits avant et puis le résultat va être plus juste potentiellement à la fin. Hein. Deuxièmement, hein, il y a juste un vote. Et de toute manière, les citoyens français le savent. Ils savent qu'il y a 2 tours. Fait qu'ils vont les voter au premier tour, mais au deuxième tour, ils vont déjà savoir pas mal pour qui ils voteraient au deuxième tour. Ça fait juste les forcer à, disons, présélectionner, à indiquer leurs préférences au préalable, ce qui n'est pas ce qui n'est pas une grande tâche, puis ce qui n'a aucun inconvénient. Hein. Donc, par rapport au système français, c'est éminemment meilleur. Par rapport au système américain, ça l'enlève la carte même. Hein. Et de cette manière-là, hein, on a un exécutif dont on sait qu'il a un appui de la majorité. Le seul hic, c'est qu'il y a un Français qui s'appelait Condorcet, à l'époque de la Révolution française, qui a créé un autre type de préférentiel, qui s'appelle la préférentielle Condorcet. Hein. Et ce mode de scrutin-là fonctionne pour le citoyen de la même manière. Hein. Il va mettre en place, il va indiquer ses préférences. Hein. La seule différence là, hein, c'est qu'au lieu d'éliminer la personne qui a le moins de premiers choix, hein, on va simuler un ensemble de duels entre tous les candidats. Supposons qu'il y avait, pour simplifier, hein, 3 candidats. On va simuler un duel entre A et B, entre B et C et entre A et C. Hein. Et la personne qui gagne tous ces duels, donc qui gagne ces 2 duels où elle est impliquée, va être la personne qui va gagner le poste de l'exécutif ou la présidence. Hein. Ce mode de scrutin-là on pourrait faire des simulations pour déterminer une probabilité, là, mais va habituellement nous donner le même résultat que l'autre. Hein. Sauf qu'il peut arriver qu'il y a une petite formation, notamment au centre de l'échiquier politique, ou plus dans le centre, hein, qui n'aurait pas beaucoup de premiers choix, mais qui aurait la préférence sur les autres. Hein. Autrement dit, imaginons un camp qui a, disons, 45% des voix, un autre camp qui a 45%, et une figure centriste, hein, qui en aurait 10 au milieu des deux. Hein. Et puis que le camp de 45 soit, le premier choix est clair, hein, et leur deuxième choix, parce que là, ça peut varier, bien sûr, il peut y avoir des citoyens qui vont voter différemment, mais supposons que toutes leur deuxième choix, c'était toujours le candidat centriste, hein, et que pour l'autre camp, hein, aussi, leur deuxième choix, ce serait toujours le candidat centriste, ou que ce candidat-là, du moins, aurait 50% de tout réuni. Hein. Ce que ça voudrait dire, c'est que sous le régime Condorcet, cette personne-là serait choisie parce qu'elle représenterait une majorité. Sous l'autre régime, hein, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, parce qu'elle est celle qui a le moins de premiers choix parmi les 3, est éliminée. Et que ces deuxièmes choix, ou les choix qui suivent, là, sont répartis des 2 autres côtés. Hein. Puis donc, c'est les deuxièmes choix de ces votants-là qui vont choisir entre les 2 autres camps. Il convient quand même de mentionner
que cette possibilité-là n'est pas du tout inexistante. Hein. Autrement dit, tu as un mode de scrutin qui va avoir tendance à aller vers les marges d'une certaine manière, hein, vers l'extérieur, puis tu as un mode de scrutin qui va avoir tendance à aller logiquement là, plus vers l'intérieur. Hein. Sauf que j'aurais tendance à penser quand même que dans un bon nombre de cas, hein, que les deux modes de scrutin donnent un résultat similaire. Ceci pour dire qu'il y a ce choix-là à faire. Hein. Si on ne désire pas s'aventurer du côté du mode de scrutin Condorcet, qui, à mon avis, est peut-être le préférable, en fait, hein, il reste néanmoins que l'autre option qu'on a de préférentiel est éminemment plus fonctionnelle, démocratique, pratique et rapide, hein, que les autres modes de scrutin qu'il y a. Et j'aimerais insister sur le démocratique aussi, ce système-là est meilleur. Hein. Et donc, ce système-là devrait avoir la préférence sur les autres. Si par ailleurs, hein, on simulait d'anciennes élections françaises avec ce mode de scrutin-là, on aurait peut-être certaines différences, mais on aurait certainement le tour final serait certainement différent de ce qu'on peut voir dans les deux tours à la française. Hein. Et donc, ce mode de scrutin-là n'a aucun désavantage par rapport aux autres et il fonctionne selon la même logique. Hein. L'autre mode de scrutin est peut-être même avantageux sur celui-là, mais fonctionne sur une logique un peu différente. Donc, il y a quand même un choix à faire. Hein. Est-ce qu'on veut viser vers un mode de scrutin un peu plus centriste ou un mode de scrutin qui va avoir donc plus consensuel, conciliant, ou un mode de scrutin qui va avoir tendance à aller d'un côté ou l'autre, donc plus à gauche ou à droite, plus vers les extrêmes, entre guillemets. C'est pas un choix qui est évident. Hein? Je ne vous le cacherai pas. Bon, il y a des détails aussi là, à régler en dessous de ce que je viens de dire. Là. Il y a certaines petites choses à ajouter à ce qui sont d'un ordre très technique, là, trop technique pour ici, mais qui doivent nous permettre là, de s'assurer qu'il y a toujours une personne bel et bien sélectionnée. Hein. Mais essentiellement, hein, on a un mode de scrutin qui est mieux que ce qu'on a, hein, puis la possibilité d'une altération à cette logique-là qui l'améliorerait encore. T'sais. Fait qu'on ne peut pas vraiment s'égarer en disant qu'on veut un mode de scrutin préférentiel dans un régime de type présidentiel. Pardonnez-moi encore une fois. Hein. Je pense que pour ce sujet-ci, je vais m'en tenir à ça. Hein. Ce serait intéressant aussi une préférentielle pour une autre raison. Hein. Je vais peut-être me permettre un petit commentaire là-dessus. Là. C'est qu'une préférentielle va demander aux citoyens de réfléchir davantage à leur choix politique d'une certaine manière. Hein. Ça va forcer un débat plus en profondeur que de dire je suis partisan de tel parti. T'sais. Ça va forcer un choix de dire oui, hein, mais si jamais cette formation-là n'est pas élue, c'est qui tu préfères après. Puis ça va quand même donner un débat, je pense, plus riche au sein de la société. Il n'y a aucun État dans le monde qui applique la préférentielle au niveau à ma connaissance, là, au niveau d'un régime présidentiel. En revanche, c'est extrêmement simple à appliquer. Hein, il n'y a pas grande complication. C'est même plus simple à certains égards que le deux tours. Hein. C'est éminemment plus juste et ça va nous permettre d'avoir un débat plus efficace, mais peut-être aussi, comme je viens de le mentionner, plus profond sur les choix politiques des personnes et surtout de s'assurer hein, que cet exécutif-là est bel et bien hein, le choix de la majorité. Et là, on peut insister sur ce dernier point-là, si vous me permettez, parce que dans le fond, là où j'insère cette discussion-ci dans la discussion d'éventuelles institutions québécoises, hein, c'est que je l'insère à un endroit particulier où on peut en fait prendre cette présentation-ci, puis c'est ma position sur la présidentielle, peu importe dans quel type de constitution on serait, mais dans l'éventualité hein, où
on déciderait d'utiliser que le tirage au sort pour le législatif, il va de soi que il faut qu'on réfléchisse pour avoir un bon type de système exécutif. Hein? Et puis, encore une fois, on ne peut pas se contenter de la médiocrité ou de l'imitation de ce qui se fait ailleurs. Hein? On ne peut pas se contenter de se conforter en disant « Ah, les Américains ont fait ça, les Français ont fait ça, importons-le. » Vaut mieux raisonner puis aller chercher les meilleurs, créer un système qui est meilleur. Hein? Et que c'est important surtout de s'assurer que le président ou la présidente ou la coprésidence ou le conseil exécutif, s'il est collégial, aille l'appui d'une majorité de citoyens et que ça ne soit pas qu'il n'y ait pas des erreurs comme aux États-Unis. Hein. Je l'ai mentionné précédemment, Trump et Bush n'ont pas été élus par une majorité de citoyens, mais par une minorité. Il y a un problème. Hein. Et on peut aussi éviter d'autres problèmes un peu plus aigus, là, ou pas aigus, mais précis ou subtils plutôt, excusez-moi, qui surviennent en France où au deuxième tour, on n'a pas nécessairement vraiment les deux personnes qui auraient, sous ce régime-ci, là, été les derniers, disons, comment dire, il arrive autrement dit dans le deuxième tour français qu'on a une personne qui ne devrait pas être là, en fait, tout simplement, qui n'a pas vraiment de chance de gagner, puis qu'il y a une autre personne qui, si elle avait été là, aurait eu un score qui est meilleur que cette personne-là. Puis donc, il y a comme un faussement de la volonté démocratique aussi, qui est plus subtil, là. Puis aux conséquences pas si énormes que ça, mais qui ne se produiraient pas sous un régime comme celui-ci. Donc, je pense qu'on peut s'en tenir à ça, pour synthétiser, premièrement, mettre en place une préférentielle. Pour moi, il n'y a absolument pas la question ne se pose même pas. Il n'y a aucun avantage aux autres modes de scrutin. Ce qui est indicatif, encore une fois, du retard constitutionnel que nos États ont pris. Puis le deuxième point, c'est que pourquoi ne pas se permettre d'avoir des exécutifs variables selon la volonté des formations politiques qui sont là, et que de cette manière-là, ils peuvent aussi exprimer leurs valeurs, et que les citoyens, en votant pour cet exécutif-là, votent d'une certaine manière aussi pour ces valeurs-là. Et on peut aller jusqu'au point de, je crois, permettre à ces formations politiques-là de se donner, de s'accorder, entre guillemets, là, les titres, peut-être pas en cours de mandat, peut-être le faire une fois auparavant, mais de s'accorder le titre qu'ils veulent bien accorder aux personnes qui se présentent. Parce que ces titres-là disent quelque chose aussi, et ces fonctions-là, qu'on le veuille ou non, dans nos sociétés, ne sont pas seulement politiques, fonctionnelles pour prendre des décisions politiques, ils ont aussi toute une dimension symbolique. Et dans une société qui est plurielle, d'une certaine manière, il faut reconnaître qu'il y a différents idéaux, différentes conceptions des choses, et que chaque parti, chaque formation politique a bel et bien le droit de montrer un peu ses couleurs par rapport à ça, et de cette manière-là. Ceci pour dire que je pense aussi, soit dit en passant, qu'en mettant en place un exécutif à forme variable comme celui-là, il va y avoir il risque d'avoir des évolutions constitutionnelles, pas constitutionnelles, mais exécutives intéressantes. En ce sens qu'il risque d'avoir des tendances qui se mettent en place, puis à un moment donné, des points de rupture, des gens qui disent non, dans le fond, nous, on va aller dans un autre sens. T'sais. Et il risque d'avoir, autrement dit, un débat subtil, peut-être même pas tellement public, mais on risque d'avoir des évolutions fort différentes en mettant ça en place. Par exemple, le mode collégial, il n'y a personne qui l'utilise à part les Suisses. Les Suisses semblent en être contents. Mais peut-être qu'on va voir que ce mode-là émergerait comme étant prendre la place des autres. Qu'on s'aperçoive que dans le fond, après expérience, après plusieurs années, puis quelques décennies, que tous les partis finalement se rabattent sur cette forme-là parce que ça semble coller plus à la volonté de la population, à ses valeurs, où ils sentent l'obligation de aussi suivre cette voie-là. Un peu comme on l'a vu avec
l'exemple de Québec solidaire au Québec avec ses deux coprésidents ou coporte-parole. Mais tout ça pour dire que d'ouvrir cette possibilité-là me semble... enfin, je vois pas de raison pour laquelle on le ferait pas, encore une fois. Je vois pas de... À part peut-être la bêtise humaine de certaines personnes qui voudraient tenter de projeter leur volonté puis leurs valeurs sur les Québécois, puis un peu les imposer. Mais la manière que je propose est absolument... enfin, je connais rien de plus démocratique que ça, que de dire faites ce que vous voulez, mais tant que ça rentre dans certains paramètres et puis que c'est un exécutif qui est fonctionnel. Et puis encore une fois, écoutez, si on va de l'avant, peut-être que le Québec va un peu se mettre sur la map, comme on dit, et puis être aussi une inspiration pour d'autres pays qui pourront ensuite regarder leurs cousins outre-Atlantique et se dire « Ah, les petits cousins sont pas si fous que ça ». Alors, je vous laisse là-dessus pour cette question-là. Et l'autre question qui était abordée précédemment, là, je vais peut-être la complémenter par certains commentaires. Je ne sais pas exactement où je vais insérer cette présentation-ci, mais bref, celle-ci figure sur le thème l'exécutif dans un régime de type présidentiel au Québec.